Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au vidéo Randia du samedi soir. Ah ouais, je le vois. On le voit. Ah, Chris, Ben, man, c'est je très sais pas, c'est loin, des là. nuages, c'est très loin, le gros, là. Au début, je pensais que c'était un kite. Mais là. c'est noir. Ah, il y en a un. C'était sur la rive nord de Montréal, dans la région de l'aéroport de Mirabel, en novembre 2022, donc il y a à peine quelques jours. La première diffusion de cette émission, c'était samedi, le 3 décembre 2022, pour le vidéo Randia numéro 49. Ça disparaît, puis ça revient, puis il y en a un autre. Ah, gros. Non, non, je te dis. Ah non, c'est incroyable. C'est intense, là, je sais pas c'est quoi, mais... Ah, il y a encore- Notre il y en a un invité, autre qui s'en vient. Michel Il y en a un autre Zirger, à gauche, les- ufologue français vivant au Japon. Et dans le club créé, la semaine dernière, nous disions qu'il y avait un problème. Maintenant, le problème est réglé dans le club créé. Tout fonctionne bien. Alors, Caroline Lavoie-Gauthier est là. Voici ce qu'elle dit aux extraterrestres. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane Genot et Donald. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Le concepteur du site du Club créé, François Deschamps, webmaître. Ce vidéo amateur nous montre un peu ce qu'aurait l'air un ovni, un objet volant dans les airs, dans le ciel, fondu dans les nuages, tout près de l'aéroport de Mirabel, au nord de Montréal, au Québec, Canada. En avez-vous entendu parler? Eh non. Alors rencontrons maintenant notre invité directement du Japon via Zoom. Bonne écoute et bonne émission. Avec un grand plaisir qu'on se retrouve, Monsieur Michel Zirger. Oui, merci de m'accueillir dans votre émission. Je suis C'est très pour fier de moi, participer à votre émission. c'est un honneur que vous nous faites, Michel Zirger. Vous êtes le spécialiste d'Adamski, George Adamski. Et précisons qu'il y a un anniversaire qui vient tout juste de se passer il y a à peine quelques jours. Oui, oui, oui. 70e anniversaire du premier contact d'Adamski, le 20 novembre 1952, près de Desert Center, en Californie. Donc, oui, 70e anniversaire déjà. L'avez-vous fêté d'une manière particulière parce que c'était vraiment un événement? Bon, j'ai mis quelques photos sur mon Facebook pour remémorer un peu cet événement. Mais voilà, c'est tout. Ah oui. Hein. Votre Facebook porte quel titre? Comment on peut le retrouver? Oh, bah, vous cherchez Michel Zirger et vous le trouvez assez facilement. Hein. Ah, Il vous n'y a venez pas, de il n'y a prononcer pas votre beaucoup, nom. il n'y a pas beaucoup de Michel Zirger en France. Bon, vous le prononcez comme je pensais qu'il fallait le prononcer, mais moi, j'ai des gens qui disent Zirger, mais c'est Girger. Dans ma famille, on a Un G toujours devant dit un. Zirger. Zirger. Oui. C'est d'origine alsacienne. Ah, OK. Hmm. Vous avez révélé à un magazine, et on s'est parlé déjà au téléphone chez Roger Larivière. Dimanche, on a élaboré un petit peu. Et je me dis, il faut que le public en entende parler plus. Le magazine est encore disponible. On voit le magazine apparaître ici à l'écran. Alors, les gens peuvent aller le chercher. Il vient d'arriver au Québec. Ça fait déjà un mois qu'il est sorti en France, là, mais pour le Québec, on est toujours un mois en retard. Et alors, allez le chercher. Vous allez avoir les détails de ce récit extraordinaire écrit par Michel Zirger, qui est avec nous, là. Enfin, Alors, avec, Michel, avec une journaliste qui m'a interviewé, une journaliste, Chris Branson, qui m'a interviewé, et oui. c'est sous forme d'interview, d'une interview. Est-ce qu'elle était très fidèle à vos réponses? Est-ce qu'elle enregistrait ce que vous disiez pour y aller mot à mot textuellement? On a fait c'était par mail, une interview par mail, donc tout est vérifié, il n'y avait pas non, j'ai vérifié. Ah oui, OK. Alors, c'était écrit. Elle prenait votre texte intégral, puis elle diffusait. Pour ce genre de révélation, il faut être assez précis.
on ne peut pas être dans l'erreur, si vous voulez. Non, c'est ça. Et j'ai aussi fait vérifier cette interview par ma source principale, dont je révélerai le nom plus tard dans l'émission. Parce que je dois tout à cette source, c'est cette personne, enfin, parmi les 500, puisqu'il y a eu donc 500 terriens à la mi-septembre de l'année dernière, donc 2021. 2021, donc 500 personnes choisies dans environ 100 pays, donc ont été contactées par des extraterrestres qui sont infiltrés sur Terre, donc des extraterrestres d'apparence humaine, totalement humaine, et ils leur ont proposé d'aller sur leur planète. Alors, peut-être qu'ils en ont contacté plus de 500, mais en tout cas, 500 ont accepté de faire le voyage. Et donc, ces extraterrestres infiltrés sur Terre sont allés les chercher chez eux, etc., et les ont emmenés au point de départ, donc dans 100 pays différents. Hein, donc, il y a beaucoup de points de départ, dans des clairières, dans la montagne, dans le désert. Et à ce point de contact, il y avait ce qu'on appelle une soucoupe volante, si vous voulez, convexe, c'est-à-dire comme de lenticulaire, si vous voulez. Une soucoupe volante lenticulaire, sans tourelle, sans hublot, juste un énorme, enfin, assez grand vaisseau lenticulaire. Et donc, il faut bien préciser, et ça c'est très important, et c'est la chose la plus incroyable peut-être, c'est que la planète de ces extraterrestres se situe, enfin selon mes informations, se situe à 400 années-lumière du système solaire. 400 années-lumière, 400 années-lumière du système solaire. Donc c'est virtuellement impossible d'y aller. Mais bon, cette civilisation extraterrestre est très en avance sur nous. Et donc, elle peut faire le voyage en une semaine, à petite vitesse, jusqu'à la planète. Mais pour revenir aux soucoupes volantes, donc les élus, les fameux candidats, après un check-up, un dernier check-up médical, avant de monter dans la soucoupe, puisque s'il y avait eu un petit problème de santé, ils ne pouvaient pas monter dans la navette, dans la soucoupe volante. Bon, tous ceux qui sont montés dans la soucoupe volante étaient en parfaite santé. Et donc, ces diverses soucoupes volantes, au moins apparemment une centaine, hein, puisqu'il y avait environ 100 pays, et environ 2-3 personnes par pays, et même au Japon, certainement au Canada, enfin un peu partout. Et donc, les soucoupes volantes sont allées rejoindre un immense vaisseau mère qui se trouvait, je crois, à 150 millions de kilomètres de la Terre, assez loin, hein, mais en orbite autour du Soleil, en 150 millions de kilomètres, et ce vaisseau mère faisait environ 13 kilomètres de long. C'est un énorme cruiser, un énorme vaisseau de croisière de 13 kilomètres de long sur, je crois, si je me souviens bien, 1,5 km de circonférence. Donc une sorte de grand cigare, si vous voulez, de 13 kilomètres de long. Et donc tous ces 500 candidats ont embarqué dans ce vaisseau de croisière et le voyage a été fait jusqu'à la planète que j'appelle la planète bleue, parce qu'elle est bleue. Il y a beaucoup de mer sur cette planète. Et donc, le voyage s'est effectué en une semaine. Donc, 400 années-lumière en une semaine. Mais selon mes informations, selon la personne qui m'a donné les informations et dont je vous révélerai le nom bientôt, ce voyage aurait pu être fait en quelques minutes, ou voire quelques secondes. Mais plus la vitesse est élevée, plus il y a des dangers pour la résistance du vaisseau,
Il peut y avoir des dangers. Donc, comme il y avait 500 personnes terrestres à bord, ils ont choisi une vitesse de croisière assez lente, donc une semaine, pour se rendre sur la planète à 400 années-lumière. Et donc, ils ont atterri une première fois, je crois. Et ensuite, ils ont continué le voyage. Les 500 ont continué les voyages. Ils ont visité des planètes, etc. Mais au bout de 29 jours, une grande partie des 500, j'ai oublié, mais peut-être 275 personnes environ, avaient des problèmes, des états d'âme. Ils se sentaient trop seuls. C'était un choc culturel et peut-être cultuel aussi. Beaucoup de choses très, très nouvelles pour eux. Et ils étaient déprimés. Une grande partie de ces 500 ont été déprimés au bout d'une trentaine de jours, au bout de 29 jours. Et donc, les extraterrestres ont choisi de ramener une grande partie des 500 sur Terre. Et donc, ils les ont transférés dans un autre vaisseau mère. Cet autre vaisseau mère les a repatriés sur Terre en un jour. Un jour pour arriver dans le système solaire, un jour. Un jour pour arriver dans le système solaire. Et là, ils ont embarqué à bord de petites navettes de soucoupes volantes qui les ont rapatriés chacun dans leur pays. Voilà. Donc, il restait environ 175 personnes sur la planète, 175 terriens sur la planète. Et parmi ces 175 terriens, environ 30 ont choisi de rester pendant 4 mois et une semaine, je crois, sur la planète. Une trentaine ont choisi de rester. Les autres ont choisi de continuer le voyage. Donc, les autres sont partis explorer d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires. Et ils revenaient de temps en temps sur la planète bleue, faisaient une petite pause de 1 ou 2 jours et ils repartaient pour une nouvelle croisière dans l'espace. Mais les autres, les 30 autres, sont restés 4 mois et une semaine sur la planète. Et ma principale source est l'un d'entre eux, donc qui est resté 4 mois et une semaine sur la planète, et dont je vous révélerai le nom bientôt. Le nom de cette personne, je ne la demande pas tout de suite, mais est-ce que c'est parce qu'on pourrait l'identifier, connaître cette personne? C'est Je quelqu'un vous donnerai le nom parce qu'il a écrit un livre. Il vient d'écrire un livre, il vient de publier un livre sur ce voyage. Donc il s'est révélé, lui, le premier. Donc maintenant, vous êtes un peu, comme on pourrait dire, autorisé à... C'est ça. On peut révéler son nom. Mais je vous le dirai tout à l'heure en vous montrant la couverture du livre. Et son livre, c'est en rapport avec ce voyage qu'il a fait sur l'autre planète. Oui, c'est un journal. C'est tout le journal du voyage. Oh là, c'est bon. Avec des photos, des peintures, parce qu'il est peintre aussi. Donc c'est comme, ah oui, parmi tous les 500 qui sont partis, c'était seulement, les extraterrestres ont choisi seulement des créatifs. Donc pas de scientifiques. Ah ben, OK. Donc des créatifs, c'est-à-dire des écrivains, des peintres, enfin, toutes sortes de personnes. Et ma source, enfin cette source, est à la fois photographe et peintre. Donc, maintenant. Il ne pouvait emporter ni appareil photo, ni iPhone, ni ordinateur. Oui. Voilà. Alors là, vous nous avez ouvert la porte très grande pour que je vous pose plein de questions. La planète bleue, est-ce qu'elle ressemble à la Terre? Est-ce qu'il y a des continents immergés, émergés? Est-ce qu'il y a des océans? Est-ce que l'air est comme ici, respirable pour un être humain, puisqu'ils ont amené là pendant des mois de temps? Ils n'étaient pas toujours avec une bonbonne d'oxygène avec eux, là, j'imagine? Non, l'air est exactement le même qu'ici. Ah, la composition est pareille. Azote? Quasiment identique. Azote, oxygène, puis le reste. Dans l'article, je donne la composition, donc les lecteurs, les auditeurs pourront aller vérifier, mais c'est quasiment identique. L'air est beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable, parce qu'apparemment, il n'y a pas de pollution. Donc, c'est
c'est très agréable de respirer cet air. Est-ce qu'ils ont de la neige? Est-ce qu'ils ont des saisons? Apparemment, oui, il y a 3 grandes saisons. 3, pas 4, mais 3 grandes saisons, à peu près comme chez nous. Il fait froid comme chez nous, il fait chaud comme chez nous. Donc, c'est à peu près identique. La seule différence, disons, c'est la planète est presque 2 fois plus grosse que la Terre. Bon, la grosseur, c'est pas la La masse. grosseur est presque 2 fois plus grosse. C'est ça, parce que moi, j'en ai parlé avec quelqu'un qui me dit, écoute, si la planète est 2 fois plus grosse que la Terre, sa gravitation va être 2 fois supérieure à celle de la Terre, donc les gens de la Terre vont être écrasés. Alors que sur la Lune, qui Apparemment, est très petite, la Lune, les gens rebondissent sur la Lune parce qu'elle est plus petite. Mais on oublie une chose, c'est que c'est pas la grosseur qui fait la masse. Alors la masse peut être la même masse que la Terre, et donc l'attraction est la même que sur la Terre, ou presque. d'après ma source, donc, qui est allée sur place, disons, Oui, ben il oui. n'y a pas de différence de gravité. C'est la même chose que C'est sur ça. la Terre. Donc, la masse est moins grande dans cette planète-là. Nous, on a un cœur, un corps au centre de la Terre qui est une masse de fer, comme on dit, qui provoque justement le champ terrestre, le champ gravitationnel. Mais s'ils n'ont pas un cœur aussi massif que ça enlève la gravitation, si on veut. La planète qui est plus grosse, elle attire pas plus que la Terre. Donc, ils ne sont pas écrasés sur la Terre parce qu'elle est 2 fois plus grosse. Fallait qu'on fasse cette précision-là pour pas que les gens se disent, écoute, si elle est plus grosse, les gens devaient être écrasés sur la Terre, sur leur planète. Ouais, non, non. Donc, aussi, pourquoi on l'appelle la planète, enfin, je l'appelle la planète bleue, c'est parce que, bon, vous avez vu, il y a une photo de cette planète dans le Ben magazine. tiens, on la montre présentement, on voit, là, ça, c'est une photo authentique, là, vous dites. Donc, on ne peut l'appeler que la planète bleue, hein, c'est vraiment la planète bleue. Et donc, il y a deux grands continents, si vous voulez, qu'on ne voit pas très bien sur la photo, mais il y a 2 grands continents et d'autres plus petites masses de terre. Mais bon, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'océans. Et une grande différence aussi avec notre planète, c'est qu'il y a il y a moins d'1 milliard de personnes sur cette planète. Oh, pourtant, il y Donc a de l'espace, hein? elle est presque 2 fois plus grosse, mais il y a moins d'1 milliard de personnes sur cette planète. Oh, ça me démange de vous poser une question que les woke n'aimeront pas. Vous savez qu'on est dans une époque de woke, hein? Oui, Je sais oui, pas oui. si au Japon, les woke sont rendus là. Bon, alors, est-ce qu'il y a plusieurs races? Apparemment, de ce que j'ai compris, en tout cas, il y a plusieurs couleurs de peau. Ah oui. Apparemment, comme sur la Terre, il y a donc probablement plusieurs races. Il y a des êtres avec plusieurs couleurs de peau. Donc, Bon, les woke sont contents. Parce qu'en voilà. disant plusieurs couleurs de peau au lieu de dire race, parce qu'ils disent on n'est Voilà. qu'une seule race, la race humaine. Et à cause des déplacements sur la Terre, il y a eu des mutations, des transformations, mais seulement superficielles, comme la couleur de la peau. Tu sais, ça ne change pas le fond. C'est de la race, c'est la même race. Comme la race canine, ben, c'est les chiens, ils sont tous de la même race, la race canine. Bon. Mais Alors, allez-y, si vous avez une question, ben, allez-y. puisqu'on est dans la vie sur cette planète bleue, est-ce qu'ils mangeaient le même genre de nourriture que nous, des végétaux, des minéraux, des animaux? Est-ce qu'ils mangeaient de la viande? Et de quelle viande s'agissait-il? Comment ça marchait? Je n'ai pas tous les détails, mais je crois que c'est à peu près comme nous. Je crois qu'ils mangent pas mal de poissons, il me Ah, semble, OK. hein. Je ne veux pas l'affirmer, mais si je me rappelle. Un peu de viande, il me semble. C'est à peu près comme nous, mais plutôt, à mon avis, plutôt végétarien, mais c'est à peu près comme nous. À peu près comme nous. Et Il si y a une ces chose êtres... extraordinaire, il y a une chose extraordinaire, c'est que c'est comme chez nous, il y a des restaurants, Ah il y a oui, OK. des magasins, il y a des restaurants. Donc, ils vont faire des achats pour préparer la cuisine, mais aussi dans leur maison, ils ont une machine. Par exemple, imaginons, il leur manque 2 pommes, imaginons, ou un fruit quelconque. OK? Ils ont une machine, donc, tiens, je voudrais 2 pommes. Alors, ils poussent un bouton sur la machine, par exemple, 2 pommes, je ne sais pas comment ça marche, mais 2 pommes. Et tout à coup, dans la machine, apparaît
se matérialisent 2 pommes. Oh là. Donc, ils peuvent matérialiser des aliments, par exemple. Peut-être pas de toute grosseur, mais par exemple 2 pommes ou deux fruits ou un poulet, je ne sais pas. Ils peuvent le matérialiser dans une sorte de machine que chaque habitant a dans sa maison, par exemple. Donc ça, c'est extraordinaire. Et quand vous dites matérialiser, il faut pas oublier le phénomène de téléportation, c'est-à-dire qu'il y a comme un magasin, un dispensaire ou un magasin, qui a les 2 pommes et qui a la machine pour transférer ces 2 pommes qu'il met dans un appareil. Et puis, lorsqu'il reçoit le signal de l'autre, il pèse sur le bouton et ça dématérialise les 2 pommes dans le magasin, puis ils sont envoyés pour être rematérialisés chez le receveur. Parce que c'est pas une machine qui a une magie de faire tous les éléments, tous les légumes, tous les produits qui existent sur le marché. Ça prend un endroit où il y en a 2. C'est 2 pommes, 2 pommes. Ils en prennent 2, ils les mettent là. Tout, l'autre les reçoit. Alors, je ne Tout sais pas si c'est simplement. matérialisation ou téléportation, mais enfin, en tout cas, Oui, les 2 pommes, si vous en voulez, elles apparaissent et vous pouvez les manger. Ou des oui, oui. légumes, ce que vous voulez, que vous avez oublié au supermarché. Ah, j'ai oublié des légumes. Ah, une salade. J'ai oublié ma salade au supermarché. Bon, vous pouvez la matérialiser, la commander directement dans la machine. C'est extraordinaire. Ils ont aussi une autre machine que je crois chaque maison possède, il me semble, qui est à peu près sur le même processus, c'est-à-dire si par exemple vous avez un t-shirt, et imaginons vous avez un t-shirt, vous voulez le duplicata de ce t-shirt, vous voulez un deuxième t-shirt exactement Ah comme oui, celui ben que vous oui. avez. Vous mettez ce t-shirt dans la machine et la machine produit un deuxième t-shirt exactement le même, avec même l'étiquette dans le dos. Ça, c'est extraordinaire. Par Leurs contre, vêtements, justement, puisqu'on en parle, leurs vêtements, est-ce que c'est des vêtements juste au corps, un peu comme on voit dans la science-fiction de nos films, ou c'est comme nous avec des chemises, des cravates, ou... cravate, non, je ne pense pas, mais c'est à peu près comme nous. Je ne peux pas vous certifier, mais c'est à peu près comme nous, hein. À peu près comme nous. C'est pas Peut-être nécessairement peut-être quand ils sont dans les vaisseaux, peut-être ils ont des vêtements un peu plus serrés au corps. ouais, moulants, là. Mais sur la planète, je pense que ce n'est pas trop différent de chez nous. Je ne peux pas affirmer ce point. Oui, d'accord, oui. Mais par Pour contre, pour les besoins naturels, aller uriner, etc. Comment? c'est comme Ah chez oui, nous. Simplement, quand ils ont fait la chose, oui, oui. ils appuient un bouton, je crois, et tout disparaît automatiquement. Par des ondes, par des lumières, tout Ah oui, disparaît. oui. Est-ce qu'ils prennent des douches avec de l'eau ou ils rentrent dans des tubes, ils se placent et il y a un rayon de lumière rond qui passe autour d'eux, qui les désinfecte et qui les nettoie parfaitement? Voilà, c'est ça. Vous avez dit la chose, et c'est des Oui, sortes de douches en tube avec des rayons. Je ne sais pas oui, comment ça marche, mais c'est comme vous avez expliqué. oui. Apparemment, on n'utilise pas de savon ou de ce genre de choses. Non, non, Vous non. entrez dans la machine, il y a des rayonnements et vous êtes nettoyé de haut en bas, si Et j'ose dire. nettoyer et réajuster Désinfecté. biologiquement pour enlever les impuretés ou les risques de maladies ou de problèmes. Ça t'enlève. Et puis si tu as une blessure, elle va se guérir très, très rapidement, presque instantanément. Euh, Michel, Hmm. cette source vous a communiqué comment? Par téléphone, par écrit? C'est-à-dire que je connaissais cette source depuis longtemps, puisque nous avons travaillé ensemble. Par exemple, nous avons travaillé ensemble sur ce livre. Ah Où il y bon, a, alors vous le connaissiez vraiment bien. voilà, je le connaissais vraiment. Nous avons travaillé sur les photos d'Adamski, les photos inédites d'Adamski. Et je le connaissais depuis 2 ans. Bon, il faut dire aussi que j'avais eu des contacts extraterrestres moi-même. Ben oui, Je hein. les raconte, je ne vais pas les raconter ici, mais je les raconte dans mon livre We Are Here, mais aussi dans le livre français Visiteurs sans passeport. Oui. Donc, j'avais eu des contacts, trois contacts principaux extraterrestres
des extraterrestres qui sont venus me contacter dans des cafés, dans des restaurants. Mhm. Et il y a eu des échanges télépathiques. Et j'ai toujours eu ces contacts avec des témoins. Donc, les témoins peuvent confirmer. Donc, déjà, le fait de contact extraterrestre avec des humains, enfin des extraterrestres de type humain, ne m'a pas surpris, si vous voulez. J'avais, si on peut dire, l'habitude. Enfin, je connaissais cette personne depuis quelques années, et puis, tout d'un coup, je résume, hein, mais tout d'un coup, à la mi-septembre, je pressentais quelque chose, mais à la mi-septembre, il m'envoie une vidéo, juste avant de monter dans la soucoupe volante. Donc, il m'envoie une vidéo. Michel, je dois vous dire quelque chose, etc. Je vais m'absenter pour un long moment. Tout ça un peu flou, mais j'ai compris à ce moment-là qu'il allait faire un voyage dans l'espace. Donc, c'était une vidéo seulement pour moi et il m'annonçait son voyage, donc à la mi-septembre de l'année dernière. Et ensuite, il est monté dans la soucoupe comme les 500 autres et il a fait le voyage sur la planète bleue. Et pendant 6 mois, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Et lors de son retour, il a repris contact. Et bien sûr, il m'a raconté son aventure, évidemment. Par Zoom, nous avons fait de longs Zooms ensemble. Il parle français ou anglais? On parlait anglais. Il est danois. Il Ah habite bon, au d'accord. Danemark. Il est danois, mais il parle évidemment très bien anglais, beaucoup mieux que moi. Et donc, on a parlé, il m'a expliqué. Il y a des choses que je ne peux pas révéler, évidemment, qui sont dans le livre, mais tout n'est pas dans le livre, je pense. Il y a des choses qu'il a gardées secrètes. Son livre est en français ou en anglais? Non, son livre est en anglais et restera en anglais. Mais Apparemment, on ne fera pas de copie francophone? il n'y aura pas de traduction en aucune langue, Ah bon, si j'ai bien compris sa volonté. ouais. Donc, il m'a recontacté 6 mois après. Il a commencé à me raconter son odyssée sur la planète bleue. Et donc, à ce moment-là, il hésitait. Il hésitait. Il était en train d'écrire le livre. Il n'avait pas totalement fini. Il hésitait. Est-ce que j'ai envie de rester anonyme, pseudonyme. Bon, finalement, au bout de quelques mois, il a décidé de mettre son nom sur le livre, et le livre vient d'être publié. Donc, je peux vous donner son nom. Donc, c'est René Erik Olsen. OK? Et je vais vous montrer la couverture de son livre. Vous ne l'avez pas. Voilà. Vous le voyez? Ah, ben oui, je la reconnais Ah, aussi. vous reconnaissez. Il n'y a Ben pas oui, de... c'est la photo de la planète bleue. Vous Voilà. dites, c'est une authentique photo et on voit quelque chose à l'horizon dans un ciel Voilà, ça noir. c'est Là. Donc à ce moment-là, il se dirigeait avec un cruiser, avec un gros vaisseau spatial, il se dirigeait vers la station spatiale extraterrestre. C'est une de leurs stations spatiales extraterrestres qui fait plusieurs kilomètres de long. Et donc c'est à l'approche de cette station spatiale extraterrestre autour de la planète bleue que un des extraterrestres a pris cette photo par un hublot, si vous voulez, ou par une grande fenêtre sur la paroi du vaisseau. Donc, c'est la station spatiale, une des stations spatiales extraterrestres. Et donc, le vaisseau est allé sur cette station spatiale. Ils sont restés quelques heures sur cette station. Et ensuite, ils sont retournés sur la planète bleue. Donc, Other Civilizations, Journey to Another Star System. Autre civilisation, voyage vers un autre système stellaire, par R.E. Olsen, René Erik Olsen. Et c'est publié par les éditions Blurb, B-L-U-R-B, ou vous pouvez
le commander aussi sur Amazon. Combien de pages fait-il? Oh, j'ai oublié, mais c'est un beau livre, hein. C'est un 400 250 peut-être. pages? C'est un gros livre, hein. Et il Ouais, y a je vois. beaucoup d'illustrations, puisque René Olsen, Monsieur Olsen, est un peintre. Ce n'était pas sa profession autrefois, mais depuis, il a toujours été peintre amateur et maintenant presque professionnel. Donc c'est un peintre, donc il y a beaucoup de croquis, de peintures, et il y a aussi quelques véritables photos, donc de la planète bleue, mais aussi d'un des satellites de la planète, de paysages de la planète. Est-ce qu'ils ont un satellite comme la Lune, comme nous avons une Lune? Oui, la planète a un satellite ou deux satellites, je ne me souviens pas, mais en tout cas sur une photo, on peut voir ce satellite. Donc on voit le paysage, l'horizon, et on peut voir un des satellites dans le ciel. Il y a 8 planètes dans ce système stellaire. 8 planètes, et donc la planète bleue est habitée, et ils ont colonisé la deuxième planète, la deuxième planète sur la deuxième orbite. Ah bon? Comme nous ici, si on avait colonisé Vénus, mettons. Voilà, comme si on avait colonisé Vénus. Ouais. Donc il y a apparemment deux planètes habitées dans ce système stellaire de 8 planètes. Bien sûr, ils ont ce qu'il faut dire, c'est ces civilisations qui ont des milliers d'années d'avance sur nous, ont colonisé beaucoup d'autres planètes dans d'autres systèmes solaires. Apparemment, selon ma source, donc selon René Olsen, c'est la nature des civilisations extraterrestres de coloniser d'autres planètes autour d'eux. Donc ils ont colonisé beaucoup de planètes, des planètes où il n'y a personne, évidemment. C'est un principe naturel. Tout apparemment, selon ces informations, selon ce qu'on lui a dit, apparemment toutes les civilisations extraterrestres d'un certain niveau et humaines colonisent d'autres planètes. Comme nous ferions pour Mars bientôt, comme on va faire bientôt, si c'est possible, comme on va faire sur Mars. Oui, c'est ça. Ben oui. Est-ce qu'on peut revenir ensemble maintenant? Vous savez, vous nous faites rêver, hein, Michel. Moi aussi, ça me fait rêver. Ce voyage m'a fait rêver aussi. Aimeriez-vous vivre la même expérience que Olsen? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Aimeriez-vous vous-même vivre la même expérience que oui, comme je vous dis, ça fait 2 ans et demi que je suis dans mon appartement, je ne sors pas beaucoup. Donc j'aurais pu finalement, moi et ma femme, on aurait pu faire le voyage. C'est dommage. Est-ce que votre femme est ouverte à tout ça? Elle a vécu des choses elle aussi? Ben, c'est pour ça qu'on est ensemble. Ah bon, parce c'est indispensable, c'est évident. On s'intéresse aux phénomènes ovnis, aux extraterrestres. C'est ça qui nous a rassemblés. Bon, alors voici quelques questions qui nous préparent à aborder le sujet de que diriez-vous aux extraterrestres, Michel Zirger. Est-ce que votre ami, votre source est quelqu'un qui a été mis en contact télépathique avec ces êtres-là? Est-ce qu'il ne pouvait pas, ou peut-être a-t-il été conseillé d'écrire son aventure par ces êtres-là? Parce que quand on traite de leur existence, ils sont très frileux. Ils veulent tout de suite prendre le contrôle de ce qu'on va dire, de ce qu'on peut présenter, parce qu'ils savent, à cause de la psychologie humaine, puis aussi l'ego des êtres humains, il y a des jaloux qui vont apparaître immédiatement. Il y a des gens qui vont dire ça n'a pas de bon sens parce que des rationnels, hyper rationnels, tu sais, des scientifiques, comme vous disiez, ils vont le lapider en disant arrêtez, là, vous allez rendre le monde fou de penser qu'il existe des extraterrestres alors qu'on n'a pas de preuves scientifiques. Quoique dans certains milieux, c'est très bien que l'armée et d'autres, dans certains laboratoires, ils sont très au fait de tout ça, là. Ils cachent la chose parce que
ils savent très bien que l'être humain, dans sa nature, n'est pas prêt. On a beau croire qu'on est prêt. Regardez, il y en avait 500, puis sur les 500, ils en ont ramené presque la moitié, 175. Ben, hey, pourtant, il avait été trié sur le volet par la complicité même des extraterrestres qui ont dit ceux-là devraient être les bons. On les amène. Et, il y a peut-être une explication pourquoi il y en avait autant. Peut-être les extraterrestres savaient que beaucoup d'entre eux ne pourraient pas continuer le voyage au-delà de un mois ou là, et qu'il faudrait en rapatrier une bonne partie. Mais il en resterait quand même assez pour faire l'expérience. Donc c'est peut-être aussi ça. Peut-être aussi ça. Oui, c'est bien. Ben, c'est sûr, dans les laboratoires. Connaissant la nature humaine, ouais. Ben, ils étaient en parfaite santé. Tous étaient en parfaite santé, mais il y a les états d'âme. Ils n'avaient plus leur portable, plus d'ordinateur. Oh ben là. Loin de leurs amis. Ils doivent avoir un développement scientifique très avancé. Ils doivent avoir, sinon une télévision, une immersion 3D automatique par le cerveau, sans avoir besoin d'un écran en plastique devant eux. Donc peut-être qu'ils ont été déstabilisés de ne plus avoir leur portable, leur ordinateur. Ouais. Et peut-être, comme je vous dis aussi, peut-être un choc culturel. Peut-être quand ils sont arrivés dans ce grand vaisseau mère, ou quand ils ont été confrontés à la planète, parce que tous ont été sur la planète, peut-être il y a eu ce choc culturel que n'a pas eu mon ami. Pour lui, apparemment, tout était normal, mais pour d'autres, ça aurait pu être un choc. Est-ce que lui-même a eu des contacts avec d'autres qui ont été... Est-ce qu'entre eux, ici sur Terre, ils se connaissent? Est-ce que tu pourrais dire, je vais donner rendez-vous à un tel que j'ai rencontré là-bas. Il était à bord de ceux qui ont été enlevés à ce moment-là. Et ça quand il après le retour sur Terre? Oui. Oui, il y a eu... si je pense que je peux le dire, mais je pense qu'il a rencontré une personne en Écosse. Seulement une ou deux, je crois que c'est une personne. Peut-être il ne peut pas contacter beaucoup. Peut-être il n'a pas les emails. Peut-être il ne peut pas les contacter. Mais est-ce que tous parlaient la même langue? Les humains qui ont été enlevés parlaient-ils tous anglais pour qu'il y ait une complicité, une connexion avec ces êtres-là? Ou s'il y en a qui parlaient le thaïlandais, puis l'autre parlait hindou? Toutes les nationalités, puisqu'il y avait 100 pays. Oui, mais on sait qu'aujourd'hui, l'anglais est parlé à peu près partout. Donc je ne peux pas vous répondre. Je sais qu'il y avait 2 ou 3 Japonais, par exemple. Ils parlaient seulement japonais ou ils parlaient aussi anglais? En général, les Japonais ne parlent pas très bien anglais. Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'ils échangeaient de l'autre côté dans leur propre langue et les êtres extraterrestres sont capables d'échanger instantanément avec eux dans leur langue. Si c'est thaïlandais, ils vont se mettre en parlant thaï ou... En tout cas, pour les personnes qui étaient accueillies sur cette planète, si je me souviens bien, on leur a fourni un traducteur, enfin une machine qui traduisait la langue de la planète. Donc il y avait des traductions pour pouvoir communiquer avec les personnes de la planète. Mais il faut savoir aussi que sur cette planète, ils utilisent beaucoup la télépathie. Bon, c'est une des similitudes avec beaucoup de civilisations extraterrestres. Ils utilisent beaucoup la télépathie. C'est bien important de réaliser que ces êtres-là ont une conscience beaucoup plus avancée que nous. Ils ont une conscience différente de nous, beaucoup plus élevée. Oui. Je ne peux pas dire, apparemment, je dis peut-être une bêtise, mais je ne pense pas que ce soit des civilisations très religieuses, si vous voulez. Non, hein? Ils vivent, si vous voulez, ils vivent la religion au jour le jour, c'est-à-dire, ce sont des êtres non violents, paisibles, qui aident les autres. Donc, ils n'ont pas besoin, si vous voulez, d'une religion pour vivre bien, si vous voulez. Mais je pense qu'ils ont le concept de créateur, de Dieu, d'une sorte de Dieu.
mais voilà, ils vivent cette religion. Ils ne parlent pas de cette religion, ils la vivent, si vous voulez, au quotidien, entre eux. Je Alors, pense qu'il n'y a pas d'église ou non, ça c'est de la religion, c'est pas de la spiritualité. Ça peut être bon. Mais Michel, vous l'avez bien connu comme ça, René Éric, avant. Donc oui, je l'ai bien connu. Donc, Et depuis son retour, trouvez-vous qu'il a beaucoup changé? C'est un non, moi, voyage dans l'espace, tu vas sur une autre j'ai planète. eu beaucoup de Zoom avec lui. Oui, Il est très calme, très posé, donc il me donne beaucoup d'informations. Il m'a donné beaucoup d'informations. Non, je n'ai pas trouvé. Non, non, je OK. ne peux pas dire qu'il y a eu un changement extraordinaire. Non, non. Dans le fond, Par c'est contre, au mérite son des... livre est extraordinaire. Par contre, son livre est extraordinaire et je conseille aux gens de Oui, le oui, lire. Mm. oui. C'est curieux, le lancement a déjà eu lieu. Du livre? Oui, de Ah son ben, livre. il est disponible depuis quelques semaines ou quelques jours sur Amazon. Donc, vous pouvez le commander sur Amazon. Je pense que ça prend un peu de temps pour le recevoir, mais vous pouvez aussi le commander sur Blurb, Oui, c'est ça. blurb.com. Vous savez, des livres sur le phénomène extraterrestre et des contacts, celui-là, vous le reconnaissez sans doute. Pierre Monet? Ben Ah oui, oui. Pierre Monet, bien sûr. Bon. Alors, c'est pas le premier qui dit avoir ses visiteurs de l'espace avec Jean-Claude Pantel. Vous vous souvenez, le cas de Pantel? Jimmy Gue en a fait ses choux gras longtemps. Ah oui, j'ai un peu oublié celui-là, mais oui, j'ai un petit peu oublié celui-là. Bon. Alors maintenant, Michel, j'en profite pour vous poser la question. Je trouve que le moment se prête bien. Allez-y. Connaissant la situation actuelle, on dit qu'on est dans une étape plus critique que la crise de Cuba. On s'en rend peut-être pas compte, mais non seulement il y a la menace euh, de guerre atomique, mais il y Mm. a aussi la menace d'un crash de la bourse, si on veut, mais pire que ça va être une hyperinflation, c'est-à-dire que les gens vont souffrir globalement parce qu'ils vont manquer de nourriture, ils vont manquer d'argent pour acheter ce qui va rester comme nourriture, et c'est planétaire. Et il y a aussi la menace d'une pandémie qui va prendre une expansion terrible en faisant des morts partout. Euh, il y aura peut-être des hécatombes qui apparaîtront à gauche ou à droite, et puis à tout âge. Hein. Au début, les petits ou les jeunes enfants étaient protégés. Maintenant, on veut vacciner les petits-enfants. On ne sait Mhm. même pas si le vaccin est excellent, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont été vaccinés, qui sont tombés malades, mais là, ils prétendent que grâce à ça, ils sont pas morts, mais on a des suppositions et des doutes sérieux. Alors là, on est dans un moment là, où il se passe toutes sortes de choses très, très, très vite. Sans compter qu'il y aura peut-être des tremblements de terre, il y aura peut-être des... Là, tu sais, on dit on a un réchauffement de la planète, là. Hein, la grenouille, on monte la température petit à petit. La grenouille ne s'aperçoit pas qu'on l'amène dans une eau bouillante. Finalement, elle va bouillir dans l'eau bouillante. Que la température... Là, on dit la crise, le réchauffement de la planète. On est la grenouille qui est dans l'eau et l'eau se réchauffe continuellement. Alors, Mhm. je vous demande, vous qui connaissez bien les contacter, j'irais jusqu'à dire qu'ils connaissaient bien le phénomène extraterrestre de l'intérieur, qui vous permet d'avoir une opinion. Qu'est-ce que vous, je ne demande pas ce que vous pensez que le monde devrait faire ou devrait dire, mais qu'est-ce que vous, Michel Zirger, diriez à des extraterrestres qui écoutent et qui font un sondage sur la planète Terre actuellement dans tous les peuples pour voir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on veut leur dire. Ils écoutent. Oui, oui, oui. Ils écoutent. Ils écoutent, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose, si vous voulez. Il y a une limite, ils observent, mais par exemple, imaginons il y a une guerre nucléaire ou un prémisse de guerre nucléaire, je pense qu'ils n'interviendraient pas. Ils Attention, laissent-
ils sont souvent intervenus pour fermer ou paralyser Jimmy Gueux et bien d'autres ufologues, Oui, et je même sais bien Stephen ce Greer. qu'on Stephen raconte. Greer que j'ai rencontré, il nous a bien présenté au National Press Club de Washington, des gens en autorité sur des bases de lancement de fusées intercontinentales à ogive nucléaire. Il disait, dès qu'on ouvrait les silos, un ovni venait paralyser la... Oui, oui, ils ont donné des avertissements, comme avec George Adamski le 20 novembre 1952. Adamski a discuté pendant 45 minutes avec l'extraterrestre dans le désert, et une des conversations, un des thèmes principaux de la conversation, c'était les explosions atomiques de l'époque. Orton, puisque c'est l'extraterrestre qu'a rencontré Adamski, lui a dit, bon, il faut faire quand même attention. Il faut limiter les essais nucléaires. Limiter, il n'a pas dit qu'il faut les arrêter totalement, mais il faut les limiter. Sinon, la Terre va être infectée, etc. Bon. Mais si par exemple Poutine décidait d'attaquer l'Ukraine avec un missile nucléaire, je pense que les extraterrestres n'interviendraient pas. Je pense, parce que nous avons le libre arbitre et ils nous laissent faire. Peut-être ils interviendraient si vraiment il y avait un danger que la Terre elle-même explose, disparaisse du système solaire. Là, ça pourrait peut-être les inciter à faire une action quelconque. Mais si c'est seulement, par exemple, seulement, entre guillemets, un missile atomique sur l'Ukraine, je pense qu'il n'interviendrait pas à ce stade. Ben, ils ne Et sont il pas faut bien intervenus dire, à Hiroshima ni Nagasaki. ils ne sont pas, et il faut bien dire, il faut préciser que les habitants de la planète bleue, comme ils s'appellent, enfin, mon ami les appelle les visiteurs, les extraterrestres de la planète bleue qui étaient sur Terre, donc qui avaient infiltré beaucoup de pays sur Terre et qui avaient des bases dans le système solaire, au moins 2 bases, une sur la Lune et une ailleurs. Il faut repréciser qu'ils ont quitté le système solaire. Donc il n'y a plus d'extraterrestres de la planète bleue dans le système solaire, ni sur la Terre, ni sur aucune autre planète. Ils ont quitté ce système solaire en juin de cette année. 2022. Donc, voilà, 2022. Tous les infiltrés qui travaillaient ou qui étaient sur Terre sont repartis. Donc il n'y a plus d'habitants de la planète bleue sur Terre. Ils sont repartis pour d'autres missions dans d'autres systèmes solaires et ils ne reviendront pas dans le système solaire, ou alors peut-être dans très très longtemps. Mais en tout cas, ce n'est pas le plan qui a été dont a été informé mon ami René Eric Olsen. Ils lui ont dit, nous ne reviendrons pas dans le système solaire. Notre mission est terminée dans le système solaire. Est-ce qu'ils lui ont dit pourquoi ils ont fait cet enlèvement de 500 personnes? Ils en ont ramené plusieurs, mais pourquoi ils ont fait ça maintenant? Puis après qu'ils l'ont fait, ils les ramènent? Merci, bye, bonjour. On se reverra peut-être au ciel. C'est pour faire comprendre à ces personnes, ou peut-être à travers le livre de René Eric Olsen, qu'il y a d'autres voies possibles que la guerre éternelle. Il y a d'autres voies technologiques. Et il y a beaucoup d'indications technologiques dans le livre de Eric Olsen. Si les scientifiques lisent le livre d'Eric Olsen, peut-être ça leur donnera des idées sur les moteurs à gravitation, les moteurs à plasma gravitique. Il y a beaucoup d'éléments techniques, parce qu'il aime beaucoup la technologie. Moi, je ne suis pas trop technique, hein, mais lui, Eric Olsen, il aime beaucoup les détails techniques. Donc, il y a beaucoup d'informations techniques dans son livre, et ça pourrait donner des idées à des scientifiques de haut vol. Mais donc, il faut bien voir que ces extraterrestres en particulier ne sont plus dans le système solaire. Donc, s'il y a une guerre nucléaire, cette civilisation n'interviendra pas. Mais comme je vous avais dit aussi, il y a 2 autres civilisations qui s'occupent toujours de la Terre, qui surveillent la Terre, donc, dont une des civilisations avait contacté Adamski en 1952. Donc, c'est une autre civilisation extraterrestre qui est toujours
infiltrée sur Terre, et c'est celle qui avait déjà contacté Adamski en 1952, et il y en a une autre aussi infiltrée sur Terre, qui continue à surveiller la planète Terre et le système solaire. Alors, est-ce que ces deux civilisations interviendront? Je ne le pense pas, parce qu'ils avaient déjà dit à Adamski, nous n'interviendrons pas s'il y a une guerre nucléaire, sauf peut-être si cette guerre nucléaire amenait le risque de faire éclater la planète. Si la planète était en 1000 morceaux, là, oui, ils interviendront peut-être avant que cela ne soit le cas. Mais sinon, ils nous laisseront faire, ils nous laisseront nous débrouiller, et apparemment, c'est ma conviction. Si vous voulez. Je préférerais qu'ils interviennent. Personnellement, je préférerais qu'ils interviennent. Alors, je reviens avec la question. Qu'est-ce que vous leur diriez, sachant tout ce que vous savez, là, tout ce que vous nous avez rajouté, si subitement, une nuit ou un moment où vous vous rendriez compte qu'ils attendent votre phrase, en anglais, sentence, votre phrase. Qu'est-ce que vous Bien dites? sûr, je leur dirais, évidemment, comme toute personne normale, je leur dirais, aidez-nous, donnez-nous. Par exemple, ils pourraient éventuellement nous aider technologiquement. Ils pourraient éventuellement nous aider, nous donner le moyen de voyager dans l'espace. Parce que là, maintenant, on ne peut pas voyager dans l'espace. On va autour de la Lune, on va peut-être aller sur Mars, mais alors ça met 6 mois pour aller sur Mars, on va rester un petit peu sur Mars, mais c'est presque mission impossible. Mais peut-être que si notre conscience évolue, si nous devenions des peuples plus pacifiques, plus évolués, peut-être à ce moment-là, il nous donnerait des moyens techniques. Comme je vous ai dit, les Old Ones, les anciens, ont donné des moyens techniques aux habitants de la planète bleue. Et ça a permis aux habitants de la planète bleue de décupler leurs possibilités de voyage dans la Voie lactée et vers d'autres galaxies. Donc peut-être à un moment donné, dans 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, peut-être une des deux civilisations qui restent, qui nous surveillent, nous donneront des éléments pour développer les moteurs gravitiques, pour développer les moteurs électromagnétiques, gravitiques, qui nous permettraient de sortir du système solaire très très rapidement. Mais ça demande un développement de la conscience, un développement d'une meilleure entente entre les peuples, si vous voulez. Donc ça demande beaucoup d'efforts de notre part avant que ces civilisations nous aident sur un plan technique ou technologique. C'est mon point de vue. Ils nous aident peut-être d'une autre manière, si vous voulez. Peut-être ils ont des contacts avec les gouvernements. Peut-être ils sont en contact avec les gouvernements et on ne le sait pas. Mais ils nous aident. Par exemple, moi, ils m'ont aidé. À mon niveau personnel, comme je vous ai eu, j'ai eu 3 contacts. Oui. En tout cas. Et le premier contact, c'était dans un café avec ma femme et une autre personne. Et il y avait, bon, je résume très rapidement, vous pouvez trouver les détails dans mes livres, dans Visiteurs sans passeport ou dans We Are Here. Bon, je résume très rapidement. Premier contact, c'était une femme extraterrestre. Et lors du dîner, j'ai compris que c'était une extraterrestre. Et nous avons communiqué, en tout cas, elle m'a communiqué des informations par télépathie. Et elle m'a dit, par télépathie, tu dois changer ta vie. Tu dois changer la façon dont tu vis. Parce que j'étais parti sur une certaine voie qui ne convenait pas à cet extraterrestre, si vous voulez. Et elle m'a fait savoir, tu dois changer ta vie. Tu dois changer ton comportement. Tu dois prendre une autre voie. Elle avait raison. Et elle avait raison puisque le soir même, ma femme et moi, nous avons décidé de nous marier grâce à elle.
Et bon, je résume, hein, vous pouvez trouver les détails dans mes livres. Et une deuxième fois, je l'ai rencontré 2 mois plus tard, nous l'avons revu, ma femme et moi, nous avons revu cet extraterrestre dans le café. Et là encore, il y a eu des échanges télépathiques. Et à ce moment-là, elle m'a prouvé de façon formelle qu'elle était extraterrestre. Et le troisième contact, c'était en 2010. Là, j'étais dans un café, tout s'est passé à Tokyo, hein, je précise. J'étais dans un café ou dans un restaurant à Tokyo et j'étais avec un ami français dans le café à Tokyo et nous parlions d'Adamski. Parce que je venais d'écrire un article sur Adamski, premier article français sur Desert Center. Et donc, nous étions dans ce café. Mon ami français ne connaissait rien du tout aux ovnis. Donc, nous parlions d'ovnis, nous parlions des extraterrestres. Pour lui, tous les extraterrestres étaient comme les extraterrestres de rencontre du troisième type, si vous voulez. Hein. Petits êtres très frêles avec une grosse tête. Mais non, je lui dis, regarde, Adamski a rencontré un extraterrestre qui était tout à fait humain, comme nous. Et je lui montre l'image, je lui montre les illustrations de Horton, vous savez, le fameux Horton que vous avez. Je vous ai donné quelques photos, un petit peu comme ça. Et donc, nous étions en train de parler de cet extraterrestre Horton dans un restaurant japonais, hein, typiquement japonais, dans un quartier typiquement japonais, lorsque un homme entre, mais alors un homme de type scandinave, suédois, nordique, c'est ce qui est très rare, enfin absolument rare à Tokyo. Oui, oui, oui. Et donc je le vois, bon, c'est normal, bon, c'est un client, et il commande quelque chose au comptoir, et il n'y avait personne dans le restaurant. Nous étions assis sur une banquette, et donc il y avait de la place, le reste de la banquette. Et donc il se tourne et il arrive avec son plateau. Il avait un plateau, donc, et avec une boisson sur le plateau. Et à ce moment-là, je réalise, mais ce n'est pas possible, c'est pas vrai. C'est Horton. C'était exactement la même personne que sur l'illustration que j'étais en train de montrer à mon ami français. Et là, j'étais tétanisé. Mais vraiment la même personne, un double, si vous voulez. Oui, oui. Et il vient s'asseoir à côté de moi, à ma gauche, alors il y avait d'autres tables, hein, et d'autres places. Et il s'installe avec son plateau, son café latte, et il avait un livre en anglais avec lui. J'ai vu que c'était un livre en anglais. Mais j'étais tétanisé parce que je me suis dit, ah là 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 là, c'est probablement un extraterrestre. Oui, Et alors, mais dans ma tête, Michel, c'était peut-être un extraterrestre et il savait dans la synchronicité des événements que c'était le moment de se montrer et que vous étiez pour être réceptif, troublé, je le vois, mais à partir de ça, est-ce que vous avez eu l'audace d'aller le voir, de lui parler? alors, non, parce que dans ces cas-là, et Timothy Good, vous connaissez Timothy Good, Oui, oui, oui. il a eu aussi des cas comme ça. Il y a eu 3 ou 4 rencontres. Dans ces cas-là, on est tétanisé. Et j'étais tétanisé. Mon ami aussi Oui, c'est français ça, était oui, je comprends. tétanisé. Nous étions en train de parler de Roswell à ce moment-là. Mais moi, ça me gênait de parler de Roswell avec ce monsieur à côté. Alors, dans ma tête, j'ai tenté, comme j'avais fait avec la dame là, autrefois, j'ai tenté d'envoyer un message télépathique. Je lui demandais, êtes-vous un extraterrestre? En anglais, êtes-vous un extraterrestre? Êtes-vous un extraterrestre? Tout en conversant avec mon ami français, êtes-vous un extraterrestre? Êtes-vous un extraterrestre? Et au bout de 2 minutes, il a pris un calepin, un carnet, et il a écrit quelque chose, et il a poussé le carnet vers ma droite, sur le bord de la table, pour que moi et mon ami, on voit bien ce qu'il avait écrit. Et il avait écrit, imaginez, il avait écrit en français,
On est là. On est là. Et Ça vous a pas suffi pour vous dire, ben, on va se parler. J'étais tétanisé et peut-être une minute après, il s'est levé et il est parti. Et en partant, il m'a regardé longuement, assez longuement, et il est sorti du café. Et à ce moment-là, j'ai remontré l'image du Vénusien qu'avait rencontré Adamski à Desert Center. Je l'ai remontré à mon ami, mais il m'a dit, mais c'est le même. Et je lui ai dit, oui, c'est probablement, tu viens pour la première fois de rencontrer un extraterrestre. Mais nous étions tétanisés parce que cet homme était extrêmement beau, en plus, extrêmement beau. Et quand je le regardais, il avait la peau, vous savez, la classique chez les extraterrestres, la peau comme celle d'un bébé. Ouais. La peau parfaitement lisse, si vous voulez. Hein. Avez-vous regardé l'intérieur de ses mains? Il n'y a pas de ligne de main comme nous. Je n'ai pas pu parce qu'il avait les Ils n'ont mains. pas de ligne de main aussi marquée que Je nous. ne sais pas si Ouais. c'était comme Alien Sor, mais celui-là, je Oui. ne sais pas. Mais en tout cas, il a écrit On est là, et ensuite il est parti. Et j'ai utilisé ce On est là pour écrire mon livre We Are Here. J'ai repris le titre. Il m'a donné le titre de mon livre. Un Michel. extraterrestre m'a donné le titre de mon livre. Ben oui, Michel Et à ce Gilles. moment-là, pourquoi Oui. est-il venu? C'était encore pour m'aider parce que j'étais en train d'écrire le premier article sur Desert Center, le premier article français pour le magazine Top Secret, que vous connaissez peut-être. Oui, très bien. J'étais en train d'écrire un grand article avec des photos originales de Desert Center pour ce magazine Top Secret et j'étais en train de montrer le layout à mon ami, le manuscrit à mon ami, et cet extraterrestre est venu en quelque sorte me dire « Ok, vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez continuer. » Et continuer à écrire sur George Adamski et George Hunt Williamson sur Desert Center. Et la chose extraordinaire, c'est que cette personne avait le visage, je ne dis pas que c'était Horton, mais cette personne avait le visage exactement comme celui de Horton, l'extraterrestre qu'avait rencontré Adamski. Donc j'étais 2 fois plus tétanisé, si vous voulez. Mais donc c'est pour dire, il nous aide. Il nous aide de temps en temps. Il nous donne des petits conseils. Alors c'est à nous de les suivre ou pas, mais voilà. Des encouragements. Des encouragements. Alors ils font peut-être la même chose avec les gens qui sont dans nos gouvernements. Peut-être de temps en temps, ils leur donnent des hints, des encouragements, des conseils. Aux hommes de bonne volonté, aux humains de bonne volonté. Pour ne pas faire péter la planète, je ne sais pas. Mais tout mon intérêt pour les ovnis a commencé à l'âge de 13 ans, quand ma mère m'a raconté qu'elle avait vu une soucoupe volante en 1964. Donc ma mère, en France, une énorme soucoupe volante s'est approchée de son balcon et la soucoupe est restée immobile pendant 1 minute, disons, devant elle. C'était la soucoupe type, si vous voulez, la soucoupe classique avec la coupole, les hublots, enfin les fenêtres carrées le long de la jupe, des faisceaux lumineux qui descendaient et qui montaient lentement. Exactement comme le modèle de Betty et Barney Hill. Oui, ça se rapprochait beaucoup. Ah oui, il était comme des bay windows, là, toutes les fenêtres autour. Les fenêtres carrées, mais là, il y avait un dôme. Il y avait un dôme au-dessus. Et ma mère m'a dit, c'était une machine. Elle flottait dans les airs. Elle flottait dans les airs sans bruit, bien évidemment. Et son petit Michel était où, lui, pendant ce temps-là? Le petit Michel, il était en vacances. Il n'était pas à la maison du tout? Non, mais mon père était là, donc mon père a vu aussi le départ de la soucoupe, donc il y avait un témoin. Mais le petit Michel, il était en vacances chez sa grand-mère, malheureusement. Malheureusement. Il venait peut-être pour vous. C'est dommage. Mais après, quelques années plus tard, en 1973, j'ai vu ma soucoupe en France. Donc j'ai regardé, j'ai pu voir un ovni assez volumineux pendant plus d'une demi-heure. Et un des témoins
un co-témoin était le réalisateur français, je ne sais pas si vous connaissez, Jean-Claude Averty. Ben oui, ben oui, oui. Donc, Jean-Claude Averty, qui était à 10 Ben, kilomètres, je connais de réputation, là, je l'ai jamais rencontré. voilà, il était à 10 kilomètres de chez moi Ouais. et il a vu exactement la même chose au même moment. Et donc, c'était dans le journal le lendemain. Et donc, il y a un co-témoin à mon observation. C'était un énorme cigare orange qui se déplaçait très silencieusement le long de la Seine. Et pour moi, c'était un cigare orange, mais pour Jean-Claude Averty, qui était juste dessous, pour lui, c'était une soucoupe volante. C'était la forme d'une soucoupe volante extraordinaire. Donc, Ah oui, c'est ça, c'est comme à Fatima. Ils disent que c'était comme un soleil qui tournait parce qu'il était en dessous. Mais des gens dans un village beaucoup plus loin que de Fatima, ils le voyaient de profil. Alors ils disaient voilà. c'était comme une galette là, J'étais à 10 kilomètres. Ben J'étais à oui, 10 c'est ça. kilomètres. Averti était juste dessous, en dessous de la soucoupe. Ah ah, Personne ne l'a cru. oui. Peu de personnes ont cru Jean-Christophe Averti, mais il avait un côté moi, c'était moi. J'étais là aussi, je l'ai Eh vu. oui, c'est merveilleux. Et, Ça, c'est bon quand on a comme une, ouais, une confirmation qui vient d'ailleurs. pour parler de Jean-Claude Bourré, je ne sais pas, vous êtes certainement au courant, il a raconté que lors d'un journal télévisé, il avait été en contact avec un extraterrestre pendant un journal télévisé. Et pendant ce journal, il était en train d'interviewer quelqu'un et il a ressenti cette personne, cet invité, prenait possession de son cerveau. Ben voilà. Ah oui. Il a raconté, Jean-Claude Bourré a raconté ça sur une vidéo, hein, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Oui. Donc c'était un invité et Jean-Claude Bourré a réalisé que c'était un extraterrestre parce que cette personne a pris, pendant le journal télévisé, en direct, il a pris possession de son cerveau. Ouais. Et pour notre public du Québec qui ne connaîtrait pas Jean-Claude Bourret, c'est à peu près comme Bernard de Rome. C'est le gars des nouvelles, c'est le gars qui avait une très haute cote d'écoute et une très haute crédibilité face à la population de France. Mais Ouais, plus il a parlé d'ovnis puis d'ufologie, puis il a écrit plusieurs livres sur les ovnis. Là, il est tombé dans un monde particulier, mais on ne l'a jamais ridiculisé. On s'est toujours dit, ah, ça, parlez-en à Bourret si vous voulez, mais pas plus. Tu sais. Puis il est allé se mettre en amitié avec Jean-Pierre Petit, puis les deux ont travaillé sur le dossier des humites, les jumeaux, qui eux autres aussi ont toute leur histoire d'enlèvement, puis de voyage sur la planète Humo, puis de revenir. Puis... Cette complicité avec le phénomène, l'avez-vous, Michel Zirger? L'avez-vous, cette complicité avec ces êtres que vous écrivez, vous pensez à ça, vous pensez à eux? Êtes-vous proche de cette réalité-là au quotidien? Disons que cette rencontre avec l'homme dans le café m'a donné, en 2010, m'a donné l'impulsion d'écrire tous mes livres. Que c'est grâce à cette rencontre, ça m'a donné l'inspiration Bravo. D'écrire tous mes livres. Et rajouter, et la prochaine fois qu'il s'en présentera un, voilà, je lui parlerai. Bravo, oui. Ah oui, puis vous me tiendrez au courant, parce que c'est très, très précieux tout ce qui se passe sur la Terre présentement. Alors, la question que je posais à Michel Zirger, que diriez-vous à un extraterrestre, ou à une extraterrestre, là, présentement? Ça, c'est la question difficile, ainsi. Il n'y a pas de bonne question ou de mauvaise question, là. Moi, j'ai reçu plein de témoignages différents de toutes sortes de monde et c'est très excellent de les écouter parce qu'on découvre surtout des gens comme vous qui avez une compétence dans le domaine. Alors, vous savez, on n'y est pas, là, c'est pas Mickey Mouse, là, tu sais, c'est même pas Donald Trump, là. C'est des êtres qui sont bien au-dessus de la condition humaine. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est une idée qui me passe par la tête. Mais si j'avais une conversation suivie ou à très longue dans un café ou ailleurs avec un extraterrestre, je lui demanderais, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que vous pouvez me certifier, vous, en tant que civilisation avancée, est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est une question qui m'intéresserait
de savoir, si vous voulez. Ça Par exemple. serait ça, votre questionnement à un extraterrestre. Ça serait une des questions, mais je Oui, pense je que la comprends très bien, Michel, elle est très excellente, parce que dans un sens, c'est comme si vous abdiquiez sur la situation humaine. Ça donne rien d'essayer de sauver la planète Terre, parce que de toute façon, on va finir par mourir, même si tout devient paradisiaque, oui, de toute façon, on on va est finir. condamné à mourir. Alors, ce qui est plus important, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose après qu'on a vécu ici, qu'on vive, qu'on périsse dans une guerre nucléaire, ou qu'on périsse d'une crise cardiaque, qu'on périsse de vieillesse, on va finir par mourir. Alors, la question que vous posez, elle est extrêmement légitime. Et elle a une valeur fondamentale et humaine et universelle. Peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'ils sont comme nous. Hein. Peut-être qu'ils ne savent pas encore. Peut-être même s'ils ont 10 000 ans d'avance, peut-être c'est encore un mystérieux pour eux, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas une question que j'aimerais leur poser. Vous tomberiez dans une conversation métaphysique. Voilà. J'aime ça beaucoup. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après la mort, bien évidemment. Mais j'aimerais avoir l'avis d'un extraterrestre très, très évolué sur ce point-là. Donc, ça serait intéressant. OK, ben, ça a été un grand plaisir de parler avec vous. Ah oui, oui. Vous êtes d'accord, hein? Ce qu'on s'est dit, il y a des parties que je vais mettre dans le club créé parce que c'est un peu intimiste ce qu'on se disait des fois. Tu sais. Voilà, je vous signalerai quelques Des éléments là, que j'aime mieux. Moi aussi, j'aime mieux. Moi aussi, je me suis laissé aller à dire des choses que j'ai jamais dites. Mais dans le club créé, mon public qui est là, c'est un public respectueux, tellement respectueux qu'avec le physicien, comme je vous disais, Nassim Haramein, quand j'ai eu l'écho qu'il en avait parlé à une radio au Brésil. Nassim a parlé au Brésil dans une émission de radio qui était montée à bord d'une soucoupe volante quand il était petit garçon et il demeurait à Montréal. Pourtant, il est né, je pense, en Suisse. Il a vécu à Hawaï, puis il a travaillé aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse. Il parle plusieurs langues. Le gars, c'est un cerveau, un génie. Et puis, il est passé sur mon émission en personne, physiquement, là, en présentiel. Et il me connaissait parce que ma réputation ici au Québec est faite. Là, c'est le gars qui parle de ça depuis des années, depuis 45 ans. Et il m'a avoué ça. Puis j'ai dit, on ne fera pas entendre ça. C'est trop vite, là. Mais quand je l'ai entendu en parler au Brésil, puis qu'on m'a envoyé la copie audio là, de cette entrevue-là, j'ai décidé que je ne le mettrais pas sur la place publique. Je l'ai mis dans mon club créé et j'ai demandé à mon public de ne pas ébruiter l'affaire. Figurez-vous que pendant 5 ans, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Les gens ont écouté l'entrevue peut-être en petits groupes, mais vraiment respectueusement, ils ont gardé le silence jusqu'au jour où, là, Nassim en a reparlé, puis reparlé à gauche, à droite. Mais là j'ai dit, on en parle sur mon gros show, là. Puis les gens ont tombé sur le dos, ils ont dit, ça se peut pas. Puis il est allé le dire. Ben oui, mais là, c'est fini le temps de la cachette. Les gens, il y en a qui comprennent, ceux qui comprennent pas vont faire partie de ceux qui vont être oubliés. Ben, bravo, Michel. Michel Zirger. Puis là, je suis content de vous appeler Michel Zirger. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Ben oui. Et bonne chance dans la suite des événements. J'aimerais que vous sachiez que mon adresse que vous avez, là, elle est à votre disposition 24 heures par jour, qu'il y aurait quelque chose d'important à me dire ou à faire passer, à faire connaître. C'est précieux. Vous avez... on aura l'occasion de se reparler encore. Il y a plein d'autres aspects à traiter, mais là, je pense que je ne veux pas abuser de votre temps, mais merci beaucoup. Très bel entretien. Et, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bonjour, Takako. Bye. Bonjour. Bye. Merci. Tiens. Ah, ça, je ne peux pas, moi. Arrêtez là. Bonne nouvelle pour nos abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca. Grâce au bon soin de notre webmaître François Deschamps, tout est maintenant dans l'ordre et fonctionne très très bien. Alors on peut retrouver pour les abonnés du mois de novembre Caroline Lavoie-Gauthier, le supplément au Vidéo Orandia numéro 47. Et aussi, bien sûr, bientôt, pour le mois de décembre, nous retrouverons ici Michel Zirger. Ne manquez pas d'aller dans le complément surprenant
à l'adresse orandia.com pour voir les compléments à toutes les vidéos Orandia que nous faisons toutes les semaines. Merci pour placer un pouce par en haut. C'est très apprécié de la part de toute notre équipe. Au revoir et à bientôt.